Bonsoir Richard. Bonsoir. 2 semaines qu'on ne t'a pas vu. Ah, Les gens se sont ennuyés. j'étais en vacances. Ça fait du bien. Tu veux rien reposer puis tout ça. Mais Richard, je veux sauter dans le vif du sujet tout de suite avec toi. Il y a un événement qui s'en vient, la soirée électorale le 28 avril prochain. Et maintenant, si vous nous écoutez à la maison, c'est extrêmement important que vous puissiez prendre une note. La semaine prochaine, l'émission de Théovox Actualité aura lieu le 28 avril, lundi, à 19h30. On fait un spécial élection fédérale canadienne. Il va y avoir sur le panel de discussion Richard Descaries. Il va y avoir le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Il va y avoir le politologue Philippe Langlois, qu'on a reçu à quelques reprises ici sur Théovox. Et il va y avoir également le jeune homme qu'on a eu le privilège d'entendre la semaine dernière, Jesse Robitaille, un panel vraiment riche en expérience qui vont être là pour répondre aux questions. Et je veux vous sensibiliser ce soir. On ouvre au public. On a 25-30 places dans nos estrades ici à Théovox. C'est gratuit. On ouvre au public la possibilité de venir assister à l'émission. De vous poser également vos questions à ce panel d'experts qui vont être là pour la soirée. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, nous sommes situés au Mont-Saint-Hilaire, sur la rive sud de Montréal. Écrivez-nous à info@theovox.tv, info@theovox.tv ou téléphonez-nous. Là, je vais le dire encore, 450-ThéoVox, parce que je ne sais pas c'est quel chiffre par cœur. Puis Richard me faisait rappeler que les téléphones aujourd'hui, ils n'ont plus les lettres comme avant. Mais c'est 450-ThéoVox. Prenez un ancien téléphone ou quelqu'un, marquez-moi l'information sur l'écran pour que je puisse la redonner aux gens pour qu'ils puissent nous téléphoner. Mais réservez votre siège. On a 25-30 sièges disponibles pour cette soirée. On est sur la rive sud de Montréal, au Mont-Saint-Hilaire. Si ça vous tente de vivre l'expérience en studio, posez vos questions à ce panel d'experts-là le lundi 28 avril prochain. On va être là pour répondre aux questions. Même ceux qui sont en ligne, vous pourrez nous envoyer vos questions. On va répondre à vos questions également pendant cette soirée-là. Puis on va suivre les élections ensemble avec vous. Et l'émission de lundi, le 28, va remplacer l'émission de jeudi. Le numéro de téléphone, c'est le 450-843-6869. 450-843-6869. Téléphonez, le poste 220. Je répète, 450-843-6869, poste 220. Et dites dans la boîte vocale que vous avez l'intention de venir et Nancy va vous communiquer l'adresse, l'information. Elle va vous recontacter pour réserver votre place. Donc, vous pouvez le faire par la voie du téléphone, par la voie du courriel à info@theovox.tv, info au singulier, @theovox.tv. Ou ça va nous faire plaisir. Donc, une émission spéciale, soirée électorale, lundi le 28 avril, avec un panel vraiment aguerri, Richard. Tu vas être là, le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, le politologue Philippe Langlois puis Jesse Robitaille. Ça va être une super belle soirée. Très représentatif au niveau des âges, d'être Oui, très jeune, avec beaucoup plus vieux, avec beaucoup d'expérience aussi. Absolument. Ça va être le fun. Et le politologue est toujours aussi au niveau des connaissances de la science politique. C'est important ça, dans ces événements-là. Absolument. Jesse, 25 ans, moins de cinquantaine d'années. Moi, 40. Toi, tu as 40. Puis le sénateur, 75. Donc, ça va être riche en contenu. Ça va être une super belle soirée. Richard, depuis l'adoption de la loi sur les nouvelles en ligne, Meta, qui est Facebook et Instagram, bloque l'accès aux nouvelles des médias canadiens. Officiellement, l'information reste accessible ailleurs, mais en réalité, elle est remplacée par du contenu filtré, redirigé et contrôlé par des algorithmes. Ce ne sont plus les citoyens qui choisissent ce qu'ils lisent, ce sont les plateformes. Et pourtant, en pleine campagne électorale, les partis politiques y investissent, quand on fait la somme de tout ce qui s'est investi par les partis politiques dans Meta, on parle de près de 4 millions de dollars en publicité ciblée. Le Parti conservateur du Canada a investi pour près de 2,3 millions de dollars, plus que 2,3. Libéral a investi 1,4 ou à peu près. Bloc québécois, 79 000, j'arrondis les chiffres. NPD, 58 000. Puis le Parti vert du Canada, 56 000. Donc, ça fait beaucoup de dépenses qui ont été dépensées. Comment expliquer qu'on censure l'information, mais qu'on finance la propagande électorale? Qui contrôle vraiment le débat public aujourd'hui?
Ça fait longtemps qu'on dit que les médias sociaux vont être sous contrôle, ou ils le sont déjà, par les mêmes groupes mondialistes, etc. Donc, c'est pas une nouveauté de voir vers où on s'en va. Ce qui est paradoxal actuellement, c'est qu'on a compris qu'un groupe comme Meta, là, qui est mondial, débarquait avec ses grands chevaux au Canada, et il n'y avait pas de redevance. Donc, tout notre système ne tient plus la route. Et encore là, on remet en question la réalité du Canada en tant que tel, parce qu'on n'est plus à l'époque du cheval et de la voiture. Donc, si les technologies nous amènent au village global, et c'est presque le cas, on est en temps réel, planétaire, bien là, les anciens systèmes ne fonctionnent plus. Et la réaction du gouvernement, c'est de dire, bien nous, si vous ne faites pas de redevance Meta, on vous bloque. Et là, Meta dit, bien moi, je ne diffuse plus vos médias de masse. Et là, il y a comme un vide qui se crée. Ce qui est intéressant, c'est que les partis politiques investissent une fortune en publicité dans un réseau qui est supposé de boycotter. C'est comme dire, je vais aller acheter chez Walmart alors que je boycotte les États-Unis. Il y a comme il y a un problème. Il y a une dichotomie dans le message. Bien, c'est parce que la réalité mondiale, elle est beaucoup plus grande que notre principe, là, nos anciens principes basés sur des anciennes structures. Moi, je pense que la position de Trump d'être le président de l'Amérique du Nord est soutenue par le développement technologique et avec les investissements qu'il fait. Moi, je pense que l'intelligence artificielle de Washington va pouvoir gouverner toute l'Amérique du Nord. Tu n'auras plus besoin d'avoir 125 députés à Québec pour un petit territoire comme le Québec. 400 sont rendus à 348 au fédéral. Si tout ça se fait par des voies électroniques, il faut comprendre que les moins de 30 ans, moins de 35 ans, ne sont même pas dans notre réalité. Donc, ne sont même plus atteints par les publicités et par TVA qui fait des analyses sur analyses. Et ça a été le pari de Poilievre qui a dit, nous, on boycotte l'autobus des médias de masse qui nous suit depuis toujours. Ils ont dit non aux journalistes et on va passer par les médias sociaux. C'est pour ça que son budget est très élevé là, au niveau de la réalité budgétaire de publicité. Mais regardez l'ampleur. Pourquoi autant de publicité pour nous dire quelque chose qui devrait être dit aux nouvelles, qui devrait être dit dans des tribunes d'explication? C'est des élus. Pourquoi on met tant de publicité? Parce qu'on veut contrôler le narratif et on s'aperçoit que les gens sont très manipulés par rapport au vote, ce qui donne une espèce de pamoison devant quelqu'un comme Carney alors que personne ne le connaît. Ça donne cette réalité-là. À ton avis, est-ce qu'on pourrait voir un revirement ou un assouplissement de ce qui se passe avec les médias sociaux, Meta et la possibilité pour des médias mainstream de diffuser sur Meta après les élections? En fait, c'est comme le principe de négociation que Trump fait, c'est qu'il bloque, il fait des décrets. Donc, on est plus dans des régimes autoritaires que démocratiques. On en parlait avec l'invité précédent. La démocratie, il faut repasser. On est beaucoup dans l'autoritarisme qui commence à faire ses premiers pas. Et on dirait que la population ne sait pas trop comment réagir. Mais derrière ça, il y a tout un arsenal financier qui fait qu'on n'a pas le choix. On peut dire, je ne veux pas acheter aux États-Unis, mais lors du débat des chefs, il était rendu qu'il expliquait s'il achète des fraises ou non. Tu sais, c'était rendu une farce. C'est ridicule, ça. Est-ce que tu achètes des fraises aux États-Unis ou non? Mais il n'y a pas de fraises au Québec qui poussent, là, ce que je sache. Ou s'ils poussent, ils poussent en serre, puis ça coûte plus cher. Donc, il y a toute une réalité économique derrière ça. Donc, si tu veux des fraises, puis tu veux payer moins de, je ne sais pas combien, 50 $ le casseau, bien, tu es peut-être obligé de les prendre en Californie. Et là, c'est des fraises. On perd un peu le fil de la réalité. Alors, je pense que la négociation avec les grands groupes de technologie, ça se poursuit, mais les gouvernements commencent à être en culotte courte de plus en plus. Les gouvernements sont surendettés, ou représentent un pays qui est surendetté, et les groupes financiers continuent à s'enrichir. La preuve, c'est que les futurs premiers ministres, les candidats, investissent chez l'ennemi. C'est vrai. C'est un peu paradoxal. C'est paradoxal. Mais en même temps, ils veulent être entendus par notre population. C'est un peu comme Maxime qui fait campagne sur toutes les tribunes américaines. Maxime, tu te présentes au Canada. Oui, mais ils ne veulent pas m'écouter, ils ne veulent pas m'entendre. Donc, on est dans cette mouvance-là où la frontière a de moins en moins de réalité concrète. C'est vrai. Il y a quelque chose qui me fascinait cette semaine. Les conservateurs promettent une réduction de 70 % du déficit
dès le premier mandat, tandis que les libéraux annoncent des nouvelles dépenses totalisant près de 130 milliards de dollars. Carney met en avant son passé de banquier central. Poilievre, lui, attend la fin du vote anticipé pour dévoiler son cadre financier. Avec ton expérience, Richard, est-ce qu'on peut encore croire une seconde à ces cadres financiers soigneusement montés en pleine campagne ou c'est simplement une opération de façade destinée à calmer le peuple pendant que les élites, elles tirent les ficelles? Je pense que l'expérience, on est tous capables de se rappeler au moins une dizaine d'années de politique, si on s'y est intéressé un peu. On sait que les gouvernements, pas les gouvernements, mais les candidats en campagne électorale nous mentent comme ils respirent. D'ailleurs, il n'y a plus de crédibilité. Un politicien, là, je pense qu'il est en bas du vendeur de chars usagés. Là. Donc, c'est dramatique de voir que ces gens-là, à grand renfort de publicité, veulent nous convaincre de voter pour eux, alors qu'on leur accorde aucune crédibilité à ce qu'ils disent. Donc, mentir est devenu normal. C'est devenu une technique. Donc, nous dire 8 milliards ou 100 milliards ou 1000 milliards, ça n'a même plus d'impact. Ouais. Et on l'a vu, Trudeau a fait un déficit de 1000 milliards pendant la crise COVID qui était, on comprend que c'était stagé et tout le reste. Donc, ils sont en total contrôle. Ils se donnent des pouvoirs dits démocratiques. Donc, on est comme ficelé au niveau de ce qu'on peut faire. On peut mettre un petit bulletin de vote une fois par 4 ans. C'est très, très faible comme capacité d'action. Et eux, quand ils font des tests, c'est du marketing à temps plein, là. Donc, ils vont dire, si je dis 10 milliards, bien, voici l'impact d'un sondage. Et c'est travaillé comme ça. Il y a beaucoup d'investissements qui se fait à ce niveau-là, ce qui fait en sorte que les très riches partis, comme le Parti libéral, le Parti conservateur, occupent tout l'espace. C'est eux autres qui contrôlent. Mais je pense que cette campagne-ci a montré que les candidats sont très faibles au niveau de la stratégie. Pourquoi donner un cadre financier quelques jours avant le vote final, après un vote record par anticipation la fin de semaine dernière? Ouais. Donc, c'était le long week-end de Pâques, qui faisait beau, etc. Donc, il sort son cadre financier alors qu'il aurait dû le sortir il y a un mois pour pouvoir en profiter. Moi, je m'attendais à une grosse nouvelle cette semaine pour dire, bien là, je vais influencer les derniers voteurs, surtout en Ontario, dans le GTA de Toronto. Et non, pas du tout. Il a accouché d'une souris, c'est-à-dire le vrai Poilievre, comme on entend toujours. Et au niveau de la crédibilité des chiffres, bien, t'es qui, toi, le député à vie, depuis qu'il a 23-24 ans, comparé à un banquier de Londres et de Banque centrale? On peut comprendre que le banquier a un agenda mondialiste, mais en termes de crédibilité, d'expérience de vie, il ne pèse pas dans la balance. Ouais. Donc, je pense que leur stratégie a été un flop. Et d'ailleurs, on voit que les chiffres des intentions de vote sont très stabilisés. Fait que je pense que le vote est cristallisé depuis la semaine passée. Les gens ont entendu les débats par principe. Ça a été un match nul. Donc, il n'y a pas eu d'écart. La remontée de Carney, qui a été extraordinaire, très rapidement, a à peine plafonné, recule un petit peu ces derniers jours, mais il s'en va vers un gouvernement libéral majoritaire. Ouais. Ce qui était impensable quand je l'ai dit la première fois il y a 6-7 semaines, là où ça en était choquant, de dire, bien voyons donc, on ne peut pas réélire un gouvernement libéral. Et on est rendu là. Ouais. Et ils ne sont pas arrivés avec quelque chose pour contrer ça chez les conservateurs parce qu'ils font de la politique comme avant 2020, comme avant la révolution dans laquelle on est au niveau technologique. Avant Trump, tu ne peux plus prendre les mêmes recettes, ça ne fonctionne pas. Oui. Tu l'as dit, Richard, Carney a monté à 42, 43, puis là, ça redescend un petit peu, là, même 44, tu dis. Fait que tu vois, il a connu, puis Poilievre était à peu près à 38 %. Comment t'expliques que Carney, malgré les liens évidents avec les grandes institutions financières, les élites, les mondialistes, réussit à séduire en grande partie les aînés? Bien, parce que les aînés ont plus peur que la moyenne. On se comprend, là. J'ai un ami qui avait une entreprise dans le milieu des aînés, dans le marché des aînés, qu'on appelle, dans les années 80. Et je lui disais, ton plus gros problème, ça va être de gérer le temps. Parce que toi, tu es en affaires, alors qu'eux autres sont à la retraite. Ouais. Et une journée de pluie, ils vont annuler. S'ils annoncent de la neige à TVA, même s'il n'y a pas un grain de neige qui tombe, ils ne sortent pas de chez eux. J'ai même dit à la blague, pas ici, mais à d'autres personnes, que mon voisin a regardé l'éclipse à la télévision. Donc, j'étais à l'extérieur et puis il me parlait de l'éclipse. Bien, j'ai dit, c'est bientôt. Il me semble que ça commence bientôt. Là, l'ombrage commence à allonger. Moi, je grattais mon gazon, ça ne me dérangeait pas. Mais tout le monde est en pamoison devant l'idée de l'éclipse. Pour moi, c'est banal.
Et là, lui, il dit, écoute, il ne faut pas manquer l'éclipse. Bien, il a fallu que sa femme sorte sur le balcon pour dire, rentre, tu vas manquer l'éclipse. Je peux pas être plus clair que ça par rapport aux gens de plus de 45, 50 ans. Ils ont été élevés dans un monde qui est de moins en moins présent, mais ils sont encore là et ils votent. 38% en moyenne au Canada ne va pas voter. Annuler son vote, c'est une action. Ça, c'est mineur. Là. On est une poignée. Mais ceux qui ne se rendent pas voter, 38%, c'est énorme. Alors, il reste quoi pour le 44% de Carney? On travaille avec très, très peu de monde. Ils sont coupés comme un saucisson au niveau marketing d'avance. Et c'est pour ça que je disais que Carney, il marquait toutes les cases. C'est qu'au niveau marketing, il y a eu toute une stratégie. Ils ont atterri Carney en suspendant le Parlement pendant plus de 30 jours, ce qui était inacceptable. Et tout ça s'est fait avant même que l'élection soit déclenchée. Et c'est pour ça qu'il a fait une remontée aussi fulgurante. Ouais. Mais l'effet Trump aurait dû réveiller les conservateurs et il ne l'a pas fait. Les conservateurs ont continué comme si Trump n'existait pas. Au contraire, ils se sont dissociés de Trump alors que les gens ont peur de ce que Trump a déclaré. Ouais. Alors, tu ne peux pas dire on va faire semblant que ça n'existe pas parce que sinon je suis identifié comme un Trumpiste. Là, Pierre Poilievre a affirmé qu'il ne toucherait pas au droit à l'avortement. Malgré ça, le sujet reste central dans le débat politique. J'ai préparé un extrait vidéo pour vous la commenter par la suite. Good. I can guarantee you there will be no laws restricting abortion passed when I'm Prime Minister. For 20 years, the policy of the Conservative Party has been that there will be no restrictions brought in on a woman's right to choose. It's been in our policy since it was adopted by our party members in the year 2004. So this is a 21-year policy adopted by our members and upheld at all of our subsequent conventions. So there will be no laws or other restrictions imposed on a woman's right to decide to do with her body as she wishes, and that is something that I am guaranteeing to you and to all Canadians. On vient de l'entendre, Pierre Poilievre, le message est clair. Je ne toucherai pas à l'avortement. Pourquoi un sujet aussi fondamental est-il devenu intouchable, Richard? Bien, il n'est pas intouchable. Il est intouchable parce que 50% et plus des voteurs, c'est des femmes, et que les femmes sont incapables de se positionner contre l'avortement. On en connaît. Tout le monde évite le sujet parce que c'est mathématique. Il n'y a pas un politicien qui veut se faire élire qui va dire « je vais prendre une politique en fait très ferme contre l'avortement ». Premièrement, il faut comprendre qu'est-ce qu'on peut faire contre l'avortement. Donc, au niveau fédéral, c'est le criminaliser. Quand Maxime Bernier dit qu'il est contre l'avortement au 2e, 3e trimestre, comment tu réalises ça? Tu vas criminaliser l'avortement au 2e trimestre? C'est ça? Si c'est ça, bonne chance. La Cour suprême va te démolir. Donc, il y a des réalités. C'est un sujet complexe, mais à sa face même, c'est lose-lose qu'on appelle en politique. Donc, jamais Poilievre va toucher ça avec une perche, alors que lui a été pro-vie le 3/4 de sa carrière. Maintenant, quand il dit ça fait 20 ans que le parti, c'est la ligne, c'est faux. Tout ça a été travaillé à l'interne, toujours sur le fait, voulez-vous gagner l'élection ou vous voulez rester dans l'opposition avec votre principe? Et c'est comme ça qu'ils ont gagné tranquillement des votes qui faisaient en sorte que là, dorénavant, c'est la politique. Mais il a même dit pendant cette campagne-ci, je vais l'inscrire dans la plateforme du parti. Pourquoi tu ne l'as pas fait avant? C'est parce qu'ils ne veulent pas y toucher ni contre ni pour. Parce que quand ils touchent contre, ils ont toutes les féministes contre eux. Et quand ils touchent pour, ils ont tout le côté de la droite religieuse de l'Ouest contre eux. Ouais. Et on voit qu'actuellement, c'est mathématique ça aussi. Il fait 100% dans des provinces comme l'Alberta et Saskatchewan, mais ça ne donne pas un gros rapport de force quand tu as 200 sur 348 ou 44 comtés dans l'ensemble du Canada. 200, c'est le Québec et l'Ontario. Et dans l'Ontario, juste le Grand Toronto, le GTA, c'est 30 circonscriptions avec multiethnique, avec une réalité urbaine, etc. Donc, pour lui, on ne peut pas toucher à ça. Harper faisait la même chose. Je n'ouvrirai jamais le débat sur l'avortement. Mais ça demeure un débat constant parce qu'il n'y a pas de législation. Tu l'as déjà dit à l'émission. Oui, il y a un vide juridique. Les gens ne comprennent pas c'est quoi. Bien, Trudeau, père, a enlevé la loi qui criminalisait l'avortement et il n'a rien fait d'autre. Et là, ça a laissé
avec les jugements, la Cour suprême et tout le reste, une réalité qui est pro-avortement. Donc, on tue des bébés, carrément. Et ça, c'est interdit de dire ça. En politique, surtout partisane. Mais quand il dit qu'il va le mettre dans la plateforme, moi, je pense qu'il va être en vacances le 29, donc je pense pas qu'il va être capable de le faire. Georges, je pense à moi. Insulte pas Georges. Est-ce que tu y crois, Richard, toi, au vote stratégique? Puis qu'est-ce que tu réponds? Parce qu'il y en a plusieurs qui vont dire on va voter Poilievre, même si il vient de dire ce qu'il a dit par rapport à l'avortement, parce qu'on veut voter stratégiquement pour empêcher un gars comme Mark Carney de rentrer au pouvoir. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent je vote Poilievre par vote stratégique pour ne pas voir des libéraux rentrer au pouvoir? Premièrement, les définitions sont importantes. Donc, un vote stratégique, c'est quoi? C'est quand on peut faire une déclaration, par exemple, une personnalité politique ou une personnalité quelconque, là, soit syndicale, etc., est capable de mobiliser 200-300 000 personnes à voter A ou B. Ça s'appelle un vote stratégique. C'est-à-dire, j'ai une stratégie, je la vends à mon groupe d'influence, hein, que j'ai une influence quelconque, et quand je fais changer de camp 200-300 000 personnes, j'ai un impact, parce qu'on peut cibler, par exemple, une dizaine de comtés, et là, faire basculer un candidat d'une option ou une autre. Quand la personne chez elle, là, les gens qui nous écoutent, là, vous êtes à la maison, puis vous dites « je fais un vote stratégique », enlevez ça de votre vocabulaire. Il n'y a personne qui a un poids avec un vote. Le seul poids que vous avez, c'est que vous donnez de l'argent au parti pour lequel vous votez. Ça, c'est pas un vote stratégique, c'est un vote économique que vous faites. Vous financez un parti. Vous pensez que vous faites juste un X dans la boîte. Oui, mais ça donne du financement à l'option que vous avez choisie. Et là, vous avez vraiment un impact direct. Alors, si vous votez pour un parti pro-avortement et que vous êtes contre, bien, vous êtes complètement en déni de conscience. Vous êtes en train de faire l'inverse de ce que vous dites au nom de c'est moins pire que l'autre. Et c'est comme ça qu'on vous amène à nier des principes, parce que c'est ça la stratégie des partis politiques, c'est de vous amener toujours vers le moins pire des partis, qui est toujours pire que tout ce qu'on a connu depuis 50-60 ans. Ouais. Et que maintenant, on nous roule dessus avec un rouleau compresseur. On a créé le wokisme pour créer, la fenêtre d'Overton, on en parle, on a créé tellement une folie, une maladie mentale sociale que le monde commence à accepter, là, que quelqu'un comme Trump qui va contre ça, hein, un homme qui court dans un sport féminin olympique, c'est une aberration, là. Ouais. On a amené ça pour l'enlever et dire bravo, maintenant on est rendu quasiment de droite. Alors, on est manipulé. Fait que quand vous dites ça là, dans une phrase, je fais un vote stratégique, vous êtes manipulé à 100 Parce que je réussis à aller chercher 2 piastres de votre vote, puis vous n'en êtes même pas rendu compte. Oui. J'aimerais t'entendre, parce qu'il y a Yves-François Blanchette qui a affirmé ouvertement ce que toi, tu avais déjà prédit, que Mark Carney est en voie de remporter l'élection, puis il se disait prêt à collaborer avec Mark Carney. Comment tu interprètes ou comment tu expliques ou comprends le repositionnement d'Yves-François Blanchette dans les derniers jours de la campagne électorale, affirmant qu'il soit prêt à collaborer avec un Mark Carney? En fait, je savais qu'il était pour faire cette position-là. Et il y a des gens qui me consultent et je leur dis, dans votre position, c'est une bonne stratégie. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de dire, de montrer la réalité est incontournable. Parce qu'on voyait que Poilievre n'arrivait pas à... il n'y avait pas grand-chose à faire. Il fallait qu'il rattrape un 5-6 % et puis il reprenait le contrôle. Il n'a jamais réussi et c'est pas dans sa nature. C'est un champion d'opposition, Pierre, mais il n'a jamais démontré qu'il était premier ministrable. C'est l'alternance après 10 ans, après Trudeau, qui donnait beaucoup de vent dans les voiles. Mais il n'a pas réussi à surmonter ce qui est nécessaire parce que s'ils étaient à 50-50, les deux partis, les libéraux auraient un avantage à cause de la structure de vote dans les milieux urbains très denses versus les régions moins peuplées, comme l'Alberta et le Manitoba, la Saskatchewan. Donc, c'est avantageux d'être dans ces milieux-là et c'est certain que l'arrivée de Carney amène, comment je pourrais dire ça, amène une capacité de modifier l'agenda qui est uniquement basée sur la peur. J'ai oublié ta question, c'était quoi? En fait je voulais savoir comment tu expliques puis tu comprends le repositionnement d'Yves-François Blanchette dans les jours de la campagne. C'est ça, j'avais oublié le Bloc là-dedans. C'est que le Bloc, lui, est un parti de voie de service. Hein? C'est un parti de contestation
en disant on n'est pas dans la Fédération canadienne, donc on va aller représenter le Québec, les sièges. Et c'était ça initialement, c'était un parti temporaire pour bloquer l'aspect constitutionnel du Canada. Et ils sont restés là, puis ils ont des pensions, puis ça va bien pour eux autres. Mais il demeure un parti refuge pour ceux qui sont contre le Parti bleu ou le Parti rouge. Et c'est difficile pour les gens d'aller voter pour Maxime Bernier. Ils ne les voient pas. Il ne fait pas partie de l'agenda. Pourquoi? Parce que c'est tous des partis de gauche. Donc, Radio-Canada, les médias de masse, les institutions, on l'a vu avec Rebel News, ils n'ont pas pu, la commission des débats n'a pas pu les empêcher de participer à la conférence de presse. Ils ont posé des questions et ils ont annulé la conférence de presse. Parce qu'il ne faut pas que ces gens-là, qui ne sont pas à gauche, participent au débat. Donc, il n'y a pas de débat, on le comprend. Alors, le Bloc, c'est les syndicats qui sont derrière le Bloc québécois. Le Parti québécois, c'est socialiste. Soyons clairs, là, on est loin de la droite. Il n'y a pas de droite nationale au Québec. Les libertariens occupent ce territoire-là, donc à la région de Québec, avec le Parti conservateur au Québec. C'est des libertariens. C'est très, très Pierre Poilievre, libéral, très économique, conservateur, mais encore là, il n'a même pas réussi à démontrer des chiffres non plus. Donc, le Bloc a le beau jeu de dire, nous, on est une valeur refuge, on a vu notre nombre de députés s'en aller diminuer. Ça, c'est l'effet Trump. L'effet Trump tue les petits partis. Alors, un parti refuge, il aurait pu y passer. Et il était très inquiet au début. Là, en voyant la remontée, parce que dès qu'il y a eu une augmentation des libéraux au Québec, cristallisation, ça a empêché les conservateurs d'aller gruger le terrain du Bloc, encore plus. Donc là, maintenant qu'ils sont un peu stabilisés, que les libéraux, on voit que ça ne bougera pas, les conservateurs n'arrivent pas à prendre la première position. Comme une course automobile, si tu le sais qu'à la fin, les deux se suivent, bien, le premier va finir premier parce que c'est presque impossible à dépasser dans les 2-3 derniers tours. On est là. Donc, ils se disent, bien, vous savez que les libéraux vont gagner, vous avez voté libéral parce que vous étiez plus bloquiste avant. Ils savent qu'il y avait 33 élus, puis ils s'enlignent pour peut-être 24, 25. Donc, ils se disent, ceux qu'on perd, là, revenez au bercail. Parce que oui, ça va être libéral, donc vous avez gagné. Là. On va pouvoir tenir Trump en respect parce qu'on a le banquier, ce qui est illogique, mais c'est ça la réalité. Bien, si vous votez pour nous, vous allez avoir une meilleure représentation pour tenir tête aux banquiers. Et ça, c'est une bonne façon de le présenter parce que c'est tout ce qui leur reste là, à ce stade-ci. Oui. Très rapidement, Richard, j'ai 2 questions à te poser. La participation au vote anticipé a atteint un sommet historique avec 7,3 millions, on en a parlé un petit peu plus tôt, d'électeurs, alors que les libéraux dominent les sondages à l'échelle nationale. Au Québec, leur avance semble se confirmer puis se cristalliser, comme tu le dis. Mais derrière les chiffres et les apparences, quelle dynamique profonde façonne réellement cette élection? Bien, en fait, les gens qui ont voté par anticipation, c'est souvent les gens plus âgés, parce qu'ils cristallisent leur vote plus rapidement. Alors, on peut penser que les libéraux ont été avantagés du fait qu'il y a eu un record de participation. On sait que le record est aussi dû au week-end, long week-end de Pâques, donc ça faisait en sorte que les gens avaient du temps et le vendredi et le lundi. Ça y fait, là, ça joue. Ça joue pour beaucoup. Mais si c'est une clientèle plus âgée, exemple, les comtés bloquistes qui ont une clientèle âgée qui vote pour eux, bien, c'est peut-être une bonne nouvelle pour eux. Les conservateurs ont une clientèle un peu plus jeune que les libéraux dans cette élection-ci. Parce que si ça n'avait pas été de Trump, les conservateurs auraient été en tête tout le long et c'est pas le banquier qui aurait changé grand-chose. C'est l'arrivée de Trump qui a tout changé, qui a fait que les plus âgés se sont tout de suite campés vers les libéraux. Alors, si on voit ça de même, bien, on comprend que l'élection elle est beaucoup orientée vers maintenir les intentions de vote qu'on a depuis 2 semaines, sans qu'il y ait un gros changement. Il aurait fallu que Trump arrive avec une grosse nouvelle inquiétante pour augmenter encore plus la moyenne de Carney et peut-être détruire plusieurs sièges bloquistes. Dans ce contexte-là, il faut voir que l'élection, pas l'élection, mais le vote par anticipation, qui était avant exceptionnel, c'était fait pour les gens qui voyageaient. Il fallait donner une raison quand on allait voter une semaine avant. Et c'était marginal, c'était de quelques pourcents. Mais depuis 2 ou 3 élections, sinon plus, on a dit plus besoin de donner de raisons. Avant, les gens inventaient des raisons. Maintenant, on a dit on est transparent.
Ça fait en sorte que maintenant, il y a 2 élections dans une. Et ça, il faudrait se questionner sur le processus, parce que ça crée une situation bizarre pour la semaine entre les deux. C'est le même principe avec les sondages. En France, ils n'ont pas le droit de faire des sondages, je pense, la dernière semaine des votes, parce que ce qu'on voit est presque la réalité, à moins qu'il y ait des joueurs un peu particuliers comme Trump qui vient chambarder tout à la dernière minute, là, avec des conséquences aussi qu'il y a aux États-Unis qu'on ne peut pas avoir ici. Mais on voit maintenant que les partis sont un peu pris en sandwich, parce que si mon vote est plus âgé, bien, le vote par anticipation m'a beaucoup avantagé, qui fait en sorte qu'il y a moins de marge de manœuvre. Et d'ailleurs, l'erreur de Poilievre, c'est d'arriver avec son budget entre les deux, parce que c'est comme s'il a joué fessier en disant « je ne le ferai pas avant le débat pour ne pas en parler », ce qui est absurde, parce que si tu es supposé de révolutionner la planète en arrivant avec des coupures d'impôts et tout le reste, là, parce que son budget ne balance pas, là, entre toi et moi. Il a promis la Lune et le Soleil et tout en même temps. Donc, ça fait en sorte que cette stratégie-là est complètement absurde de l'avoir sorti entre les deux, parce que lui est désavantagé par la cristallisation du vote. Les gens qui votent, qui ont tendance à voter contre Trump, bien, ont peur économiquement aux acquis, donc les plus vieux. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est cette clientèle-là qui aurait été pro-conservateur, plus réduire le déficit et tout le reste, et ils l'ont complètement manqué. Donc, au point de vue marketing, les conservateurs ont manqué le bateau. Les libéraux ont marqué les cases, et contre toute attente, s'ils sont majoritaires, parce qu'ils pourraient finir minoritaires, s'ils finissent minoritaires, le Bloc québécois va prendre du pouvoir à l'interne, parce que là, le NPD est complètement disparu. Et ça va être difficile pour les libéraux de négocier avec les conservateurs qui sont monolithiques. Ça va garder Poilievre chef du Parti conservateur parce qu'il va bien finir avec un gouvernement minoritaire. Et on se dit peut-être dans 1 an ou 2, on aura une élection. Mais le Bloc sera la balance du pouvoir peut-être avec les libéraux. Et là, on aura une autre situation à analyser aussi. Donc, en terminant, en 10 secondes, le vote est pas mal, l'élection est pas mal cristallisée à ce stade-ci. Je ne vois pas d'événement. Il pourrait toujours en avoir, là, mais Trump s'est coupé les griffes là, depuis quelques semaines, quelques mois. Il parlait même de revenir hier, augmenter les tarifs sur l'automobile, ce qui affecte directement l'Ontario. Ça n'a même pas fait une vague. On dirait que les gens écoutent même plus ce que Trump dit. Donc, je ne vois pas de changement d'ici à lundi et les gens qui vont aller voter auraient voté de la même façon la fin de semaine dernière, à mon avis. Fait qu'on s'en va vers un gouvernement majoritaire. Tu veux toujours des prédictions, je te l'annonce. C'est ce que j'avais dit dès le début, c'est que s'il arrivait ce qui est arrivé, alors là, on est après, c'est arrivé, et les gens s'en vont à l'abattoir parce qu'un gouvernement majoritaire libéral, on va tellement souffrir. Hein, la phrase « pauvre Canada » va avoir tout son sens. Ouais. S'il était minoritaire, ça va nous éviter d'aller trop vite vers l'abysse. Mais on a connu Trudeau qui nous a pas mal scrappé le pays. Alors, c'est assez dramatique ce qui s'en vient. S'ils finissent minoritaires, bien, prions pour ça. Parfait. Merci beaucoup, Richard, d'avoir été avec nous ce soir. En terminant, je veux juste vous rappeler 3 dates importantes à mettre à votre agenda. Lundi 28 avril, soirée électorale. On va être ici à partir de 19h30. 19h30, il va y avoir Richard Descaries, le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, Jesse Robitaille, le politologue Philippe Langlois, accompagné de moi-même, et toute une équipe de recherchistes aussi en arrière de tout ça pour suivre d'heure en heure, de minute en minute, cette soirée électorale-là, ce verdict qui sera notre prochain premier ministre. C'est ouvert au public. Donc, si, encore une fois, vous voulez venir ici, on a seulement 25-30 places dans les estrades. Je vous invite à nous écrire à info@teovox.tv, info@teovox.tv, ou composer le numéro de téléphone que j'ai donné précédemment, 450-TEOVOX. Écrivez, vous pouvez téléphoner, poste 220 et réserver votre place. Ça va nous faire plaisir de vous avoir en studio pour poser des questions. Ceux qui nous écoutent en ligne, qui voudraient demeurer trop loin de la rive sud de Montréal, bien, vous allez pouvoir nous suivre, écrire vos questions également. Puis c'est des questions qu'on va pouvoir poser à nos panélistes à cette journée. Il y a la Marche pour la vie qui s'en vient à grands pas le 31 mai, le samedi 31 mai, devant l'Assemblée nationale à Québec. Ça débute à 11h. Marquez ça à votre agenda. Nous aimerions vous voir en grand nombre pour cet événement important. Et il y a la conférence Dire entre les lignes, le 7 juin,
Réservez votre place. Encore une fois, écrivez-nous à info@theovox.tv. Allez sur le site Internet au www.theovox.tv dans l'onglet Événements et toutes les informations sont là pour acheter vos billets pour cette conférence qui va être un franc succès dans lequel on a 5 conférenciers de marque qui vont être là pour nous apporter de superbes conférences sur des sujets chauds d'actualité. Vous savez, ce soir, nous avons voyagé à travers le monde en plein tourment. Le Liban, théâtre d'affrontements où les milices dictent la paix, l'Europe secouée par la mort d'un pape, des élites en déroute et une identité qui s'effrite, le Canada engagé dans une campagne électorale où l'économie promet, la vérité se censure et les questions morales sont évitées, et pourtant au cœur de ce brouillard politique et spirituel, une question demeure. Qui tient véritablement les rênes de l'histoire? Dans le livre de Daniel, le chapitre 2, les versets 21 et 22, on lit ce qui suit. « Il est le maître du temps et de l'histoire. Il renverse les rois ou les établit. » Évidemment, on parle de l'Éternel. C'est lui qui accorde la sagesse aux sages, qui donne le discernement aux intelligents et qui révèle les secrets les plus mystérieux. Il sait ce qui se cache dans les ténèbres, car la lumière brille à ses côtés. Vous savez, ce que nous avons vu ce soir le confirme. Les gouvernements parlent de paix, mais entretiennent le chaos. Les élites promettent la croissance, mais creusent les dettes. Les chefs de parti veulent vos votes, mais refusent de répondre aux vraies questions. Et pourtant, le psaume, le chapitre 2, les versets 1 à 4 dira « Les nations s'agitent, mais pourquoi? Les peuples complotent, mais c'est pour rien. Les rois de la terre se préparent au combat. Les princes se concertent contre le Seigneur et contre le roi qui l'a consacré. Rompons les liens qu'ils nous imposent, disent-ils, rejetons leur domination. Mais le Seigneur se met à rire, celui qui siège au ciel se moque d'eux. » Vous savez, mais nous, chrétiens, nous ne cherchons pas notre salut dans un vote, un chef de parti, une plateforme électorale, un homme ou dans un gouvernement. Nous l'avons trouvé en une seule personne, Jésus-Christ, Roi éternel, Prince véritable de la justice et de la paix. L'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 27, dira « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. C'est pourquoi je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne soyez pas inquiets et n'ayez pas peur. » Alors que d'autres cherchent un avenir dans les promesses humaines, je vous invite à regarder plus haut. Car la vraie stabilité ne vient pas des urnes, mais du trône céleste. Et si les systèmes de ce monde tombent, nous savons ceci. Notre espérance ne chancelle pas. Notre foi ne dépend pas du résultat le 28 avril prochain. Elle ne dépend pas d'un parti politique. Elle ne dépend pas des promesses électorales. Elle ne dépend pas des menaces de censure ou de persécution. Elle ne dépend pas d'un déficit plus important ou moins important. Notre foi ne dépend pas d'un programme de parti. Elle ne dépend pas d'avoir ou de conserver la capacité pour des organismes chrétiens de potentiellement perdre leur statut d'œuvre de bienfaisance. Et je pourrais continuer à descendre la liste. Elle repose sur celui qui voit tout, qui connaît tout, qui gouverne tout, et j'ai nommé le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui, lorsque tout s'effondre, demeure un rocher inébranlable. Et ma prière pour vous ce soir, c'est que ce rocher, c'est sur ce rocher que j'aimerais vous voir bâtir votre maison et poser les fondements de votre vie. C'était Jean-François Denis qui vous dit bonne réflexion et à la semaine prochaine.